Buonasera a tutti, una Bonsoir, parola bonsoir à per tous. ringraziare Quelques da mots parte nostra pour del Centro Internazionale di remercier de Comunione e notre Liberazione part, de che la abbiamo part du Centre promosso questo international de incontro communion et Ripartire libération, qui dall'educazione, a décidé semplicemente per d'organiser cette ringraziare rencontre i qui s'appelle nostri tre Repartir de ospiti, a l'éducation. partire da Je tiens à Monsignor remercier nos hôtes, Zani, Eraldo avant tout Affinati e Monseigneur Don Julian Caron Zani et le e in professeur particolare poi Monica Affinati et Don Maggioni che Julian ha Caron, le père Julian Caron, accettato et penso Monica volentieri Mangioni, qui a accepté, je questa pense, richiesta volontairement cette di impegno requête, per guidare la riflessione attorno a questo tema che d'engagement pour tanto guider ci la sta a réflexion cuore. autour Abbiamo de ce strappato a thème qui Monica i nous suoi est tellement molteplici à cœur. impegni Donc nous avons e quindi la enlevé ringrazio Monica de ses nuovamente di questa nombreux disponibilità. engagements et nous la remercions E également quindi pour sa cedo la disponibilité. parola a lei Je per cède la cominciare a parole guidare à la nostra Monica et je lui serata demande e buonasera a de tutti conduire, gli de guider notre ascoltatori. soirée. Grazie Roberto e grazie alle persone Merci che Roberto, parleranno di merci questo aux argomento personnes e devo dire per me è un vero qui piacere vont intervenir de ce essere qui sujet. stasera Et je perché dois dire que credo pour moi, c'est un profondamente che véritable ripartire plaisir d'être ici ce dall'educazione soir, sia non parce que je solo crois un profondément que repartir titolo de l'éducation, centrato c'est rispetto non alla seulement necessità e alla necessità un individuata prima titre di très tutto bien dal choisi par Santo rapport à Padre la e da tutte le persone che ci nécessité, stanno lavorando, ma proprio repérée avant ripartire tout par le dall'educazione sia un po' Saint-Père come et ripartire toutes dal les personnes centro qui y della travaillent. Mais je società. È crois un que partir de luogo l'éducation, di c'est un peu comme cui si repartir parla du solo centre d'une spesso in termini société, emergenziali d'un e lieu difficilmente si riesce a où restituire l'on ne parle, all'educazione d'un lieu dont on ne parle quella souvent qu'en termes centralità d'urgence, di non et on a solo du dei mal à processi, delle redonner cose à che accadono, ma l'éducation proprio di sa costruzione dimension dell'uomo, della società, centrale, di la tutto dimension quello che centrale des da processus lì poi de la passa construction de e l'homme, de diventa la société vivere et collettivo, de tout diventa ce qui esperienza personale e vivere passe par collettivo. là Ma et qui io devient direi une vie che collective, qui devient une expérience iniziamo personnelle et subito une nel vie nostro collective. percorso a sentire Je dirais que nous pouvons Monsignor commencer tout Zani, de perché suite dans Monsignor notre Andrea Vincenzo parcours Zani, che è en entendant segretario della Monseigneur Congregazione Zani. per l'Educazione Cattolica, Monseigneur Andrea sta Vincenzo Zani est lavorando secrétaire in de la primissima Congrégation catholique pour persona su l'éducation questo discorso del et il patto educativo travaille en globale, a toute première cui in personne qualche sur ce misura discours Monsignore du l'ha pacte anche éducatif chiamata Papa global, Francesco direttamente, auquel, en perché quelque mesure, appunto è c'est le pape diventato non lui-même qui solo un vous a appelé à progetto, travailler, ma Monseigneur, un'indicazione di percorso parce molto que forte. c'est Quindi devenu non lascerei seulement un immediatamente a lei la projet, parola mais per même une poi indication de parcours continuare il très nostro forte. Donc, je percorso vous cède insieme. tout de suite la parole Grazie, et nous grazie a lei, continuerons ensuite notre grazie parcours a ensemble. tutti quelli che interverranno e agli Merci amici pour che tous ci ceux qui ascoltano. participeront, aussi aux Io amis qui nous vorrei écoutent. dire un grande grazie innanzitutto Et je voudrais remercier avant per tout questo invito, per questa pour cette presentazione invitation, anche pour la del présentation également volume de ce di Don livre Julian du dal Père titolo Julian, Educazione, qui a pour comunicazione di titre sé, L'éducation et la pubblicato communication de dalla soi, editrice San Paolo, che sta publié seguendo par la molto il maison tema del patto d'édition educativo, ha già Saint-Paul, fatto diverse qui suit pubblicazioni proprio in énormément questo ce tempo, pacte pour scegliendo questo l'éducation come globale et qui a, argomento qui a per publié tutti, plusieurs sia textes per aussi l'ambito utiles, ecclesiale che anche que ce per soit pour tutti quelli che lo vogliono l'Église, seguire. que ce soit pour tous Io ceux ho qui sont accettato molto intéressés par ce thème. Donc di j'ai accepté très volontiers de partecipare a questo evento participer per due à ragioni. cet événement pour Prima deux di raisons. tutto Avant tout, e ho finalmente l'occasione di dire un grande et j'ai grazie aussi l'occasion a Don de Julian remercier e a le Père tutti gli Julian amici et di tous Comunione e les amis de Liberazione Communion per et il contributo Libération straordinario che pour danno la e stanno contribution offrendo con grande extraordinaire qu'ils impegno offrent in tante parti del en mondo per s'engageant sottolineare dans il valore différents pays e du monde pour l'esperienza souligner dell'educazione la e così valeur de sviluppare l'expérience de l'éducation quell'approccio et originale ed ainsi de efficace che développer attinge cette alle intuition illuminanti originelle intuizioni di Don Luigi qui, Giussani. qui appartient à Don Luigi In Giussani. secondo luogo perché proprio Et avendo deuxièmement, avuto parce que, dal Santo Padre vu que l'incarico j'ai come reçu dicastero, cette in charge modo du particolare anche come Saint-Père segretario di en tant seguire que secrétaire questa pour suivre iniziativa da cette lui voluta, initiative ho que le ritenuto Saint-Père a di désirée, portare avanti questa proposta lanciata nel et pour 2019 continuer di cette costruire proposition un lancée en patto educativo 2019 pour globale, reconstruire un ho pacte pour trovato nel l'éducation testo di Don globale, Julian j'ai veramente trouvé ce dei texte du Père punti di Julian Caron, grande vicinanza, di grande des points sinergia qui me su sont questo très proches, argomento e mi en grande sembra veramente che synergie questo avec sia un cet grande argument. strumento di Il me semble que attuazione. c'est un grand Infatti instrument pour già mettre en gli œuvre. contenuti di questo volume sono perfettamente On peut in dire que linea les con quanto contenus dice de ce il Santo volume Padre e sont tout soprattutto à laddove dice fait che l'educazione è alignés sur ce que dit le un'esperienza di Saint-Père quand vita. il dit que Quindi non l'éducation è est une la expérience trasmissione de vie. Ce n'est pas di teorie simplement e la di cose astratte, transmission insomma, ma de è théories, de vita, choses vita abstraites, mais e c'est piste vie. concrete di Ce sont attuazione.
c'est quelque chose que l'on peut réaliser, mettre en œuvre. Et donc, ce livre m'a beaucoup plu parce qu'il y a cette première indication du père Julián Carón. Et ensuite, dans les deux chapitres suivants, on voit que c'est l'expérience qui est mise en évidence et cela me semble extrêmement important. Partant d'ici, je voudrais essayer d'entrer un peu dans ce défi que le Saint-Père a lancé avec ce pacte pour l'éducation globale. Et dire que le Saint-Père, avec cette proposition, a voulu répondre à une question très précise, une question ponctuelle qui lui a été présentée par des personnalités de grande autorité, catholiques, mais aussi d'autres religions, des personnes qu'il avait rencontrées. Ces personnes qui sont extrêmement préoccupées par la grande confusion qu'ils voient dans la société d'aujourd'hui, ils ont demandé au Saint-Père de leur dire un mot d'encouragement, des mots d'espérance qui puissent devenir un point de référence pour toutes les personnes qui ont à cœur le bien de la société et le bien des générations futures. Et le pape, en tant qu'éducateur, comme jésuite et comme pasteur, évêque, qui a vécu une situation difficile en Argentine dans les années 90 et au début de ce troisième millénaire, a fait le choix de l'éducation. Nous devons reconstruire l'éducation, repartir de l'éducation. Et dans ce sens, le Saint-Père, à mon avis, s'est mis dans la lignée de la tradition chrétienne du Concile Vatican II par rapport à l'engagement de l'Église dans le champ de l'éducation. Ces documents du Concile soulignaient combien toutes les personnes ont le droit de recevoir une éducation, toutes, au-delà des différentes appartenances religieuses. Ils ont aussi le droit d'être accompagnés, à devenir des protagonistes de leur propre vie, mais aussi capables de construire un monde différent. Et dans ce sens, le deuxième point qui est important pour le Saint-Père et que l'on retrouve dans ses discours est que le pacte pour l'éducation veut donner une indication pour guérir les blessures profondes, les fractures qui caractérisent aujourd'hui les personnes et la société. Et souvent, le pape a dit qu'il faut regarder ces fractures qui sont dans la personne, parce que la personne elle-même a besoin de trouver un lieu. Il y a aussi les fractures entre les générations, entre les étudiants et les professeurs, dans la société civile. Le pape parle beaucoup de toutes ces fractures. Et disons qu'on peut dire qu'il a parlé de ce thème au moins dans 5 discours fondamentaux. Je me rappelle certains passages du premier et du dernier discours. Dans son premier message du 12 septembre 2019, où il avait lancé l'invitation à tous de venir à Rome le 14 mai dernier pour signer justement ce pacte pour l'éducation globale. Cette rencontre n'a pas eu lieu, bien sûr, et nous, en tant que dicaster, nous avions lancé la préparation avec une quinzaine de rencontres, de séminaires, pour étudier les différentes questions dont on parle dans le pacte pour l'éducation. Nous en avons ensuite réalisé 10 seulement de ces séminaires. Et puis le dernier message du Saint-Père du 15 octobre dernier, où le pape a relancé certaines de ses considérations en invitant tout le monde à souligner cet engagement pour l'éducation. Alors, certaines choses sur ce premier et sur ce dernier message qui me semblent importantes, et ensuite vous pouvez aller les relire et les retrouver sur le site. Dans le premier message de septembre 2019, le pape part de l'encyclique Laudato Si
où il invite tout le monde à construire et à garder cette maison commune en affrontant ensemble les défis qui nous interpellent. Et là, écrivait le Saint-Père, nous devons construire ensemble, nous devons regarder le futur. Mais cette maison que nous construisons, nous la construisons surtout pour les jeunes générations, pour ceux qui viendront après nous. Et dans ce sens, disait-il, nous devons changer ce monde, nous devons le transformer. Et chaque changement a besoin d'un cheminement éducatif pour faire mûrir une nouvelle solidarité, une solidarité plus mature et une société plus accueillante. Voilà, c'est dans cette société que le pape insère ce pacte pour l'éducation globale qui doit nous aider à investir sur l'éducation, une éducation qui sera moins bloquée, une éducation plus flexible, moins formelle, plus ouverte, inclusive, dans une logique de dialogue, et il ajoute beaucoup d'adjectifs à ce concept d'éducation. Et en fin de compte, il disait, l'éducation doit nous aider à construire une humanité plus fraternelle. Il nous semble déjà intuire quelque chose, avoir l'intuition de ce qui sera ensuite écrit dans l'encyclique Tous frères. Le Saint-Père soulignait le concept du changement d'époque. Il ne faut pas être ingénu. Nous vivons dans un monde qui est fortement marqué par le changement, une vraie métamorphose, pas seulement culturelle, mais anthropologique, qui touche la structure de la personne. Et ce changement est toujours plus rapide. Et donc, c'est ici que se trouve la difficulté de vivre à l'intérieur d'un changement. Il appelle rapidation en espagnol, un changement rapide, mais les temps de l'éducation sont différents. Ils ne sont pas toujours rapides. Ils ont besoin d'expérience, d'accompagnement, de silence, de pause, etc. Et dans ce sens, le pape disait que nous devons nous interroger sur quelles sont les catégories pour cette éducation. Et il en a indiqué 3. Avant tout, mettre au centre du processus éducatif la personne, partir de la personne pour qu'elle soit aidée à se retrouver soi-même. Et pour cela, il disait, nous avons besoin de nous fonder sur une anthropologie saine. Souvent, nous n'avons plus de points de référence qui concernent une personne saine. Donc, avant tout, partir d'une anthropologie, mettre au centre la personne. Et ça nous permet de toucher tous les aspects de la vie sociale, personnelle, culturelle. Et deuxième point, il faut élaborer des projets, faire des plans à moyen et long terme, parce qu'il faut accompagner les personnes dans le temps. Le temps, disait le pape, voilà quelques ans, est supérieur à l'espace. L'éducation a besoin de temps, le temps dans lequel on apprend à dialoguer, à rester ensemble, à avoir des rapports, à recomposer ce nouvel humanisme qui est fondamental pour l'éducation. Et le troisième aspect que le Saint-Père soulignait, disait qu'il faut le courage de former des personnes disponibles à se mettre au service de la communauté et au service du bien commun. Voilà, ça c'était les 3 points que le Saint-Père nous a donnés au début de notre parcours. Et puis, ce 15 octobre, dans son dernier discours, le pape reprend ce discours, mais il ajoute 2 choses. Avant tout, il met le thème du pacte pour l'éducation globale dans ce nouveau contexte caractérisé par la pandémie. Et le pape dit, dans cette situation dans laquelle nous vivons, a mis à nu le problème de l'éducation. Et il a utilisé un terme très fort. Et il dit, nous sommes face à une catastrophe éducative. C'est comme si tous les points de repère avaient explosé. C'est un nouvel élément qu'il a ajouté.
dans son dernier message. Et l'autre point, on voit que transpire de ce document tout ce qu'il a communiqué dans l'encyclique Tous frères. Il nous renvoie donc à l'encyclique Tous frères comme cette carte de contenu pour construire des projets. C'est un document extrêmement intéressant. Où l'on voit qu'il faut, dit le pape, une vision nouvelle. Il faut un nouveau paradigme éducatif. Il faut semer l'espérance à travers l'éducation, humaniser le monde et l'histoire. Et ensuite, le pape décline toute une série de passages intéressants où il dit que les adultes doivent commencer à écouter les jeunes. Ils doivent aller à la rencontre des jeunes. Ils doivent pouvoir partager leurs idéaux, leurs questions, leurs attentes. Ensemble avec eux, ils doivent prendre des décisions et les aider à aller au-delà. Et je termine avec un des 7 objectifs que le pape a donné, que j'aime beaucoup, où il dit il faut écouter la voix des enfants, des jeunes. Avant tout, écouter. Ensuite, transmettre des valeurs avant des valeurs et ensuite seulement des connaissances. Troisièmement, il faut construire ensemble un monde de justice et de paix. Et seulement à travers ces 3 passages, nous arriverons à aider la personne à rejoindre sa pleine maturité et sa vraie dignité, qui sera découverte parce qu'elle est inscrite dans la personne. Et cela, à travers l'accompagnement, nous permettons à cette humanité de ressortir de la personne et nous permettons ce parcours de maturité. Je m'arrête ici, je pense que ce sont les éléments essentiels. Merci, merci, Monseigneur. Nous reviendrons bien vite vers vous. Mais je me permets de dire qu'en vous entendant, je pensais que le pape est extrêmement occupé. Mais il aurait tous les droits pour donner des idées pragmatiques à ceux qui ensuite doivent construire ces systèmes éducatifs. Parce que je lis et j'entends dans vos paroles et dans ce que vous interprétez vous-même, Monseigneur, dans l'action quotidienne, je vois à la fois une urgence et un pragmatisme dont je crois que nous avons extrêmement besoin en cette période. Je pense en particulier à notre pays, parce qu'effectivement, dans un pays comme le nôtre, l'Italie, où il y a 2 millions de jeunes que nous avons classifiés sous le terme de NEET, mais en réalité, cela désigne des jeunes qui ne travaillent pas, qui n'ont pas d'emploi, ils sont découragés. Et pensez que l'Institut des statistiques a créé cette catégorie du jeune découragé, une société qui a besoin d'utiliser la catégorie du jeune découragé, c'est une société qui me pose problème. Et je pense qu'il faudrait réagir avec bien plus de rapidité et de décision par rapport à ce qui est en train de devenir le problème central de notre société et qui devient bien d'autres choses. C'est la construction de la personne, de la citoyenneté. Vous parliez de la personne au centre. Et lorsque nous en viendrons au Père Julián Caron, nous parlerons beaucoup de cela, je pense, parce que s'il y a un fil conducteur dans son texte, l'éducation comme communication de soi, c'est ce regard direct, central sur la personne et sur la relation de laquelle naît tout parcours éducatif. Mais je ne veux pas voler de précieux instants à Eraldo Affinati, parce que lui, cette opération de construction et d'éducation dans le rapport avec les personnes, il l'a fait tous les jours dans sa vie. Il l'a fait comme choix personnel. Eraldo Affini, pour les rares parmi vous qui pourraient ne pas le connaître, est non seulement un grand auteur de romans qui est arrivé en finale au prix Strega en Italie, donc ceux qui font partie réellement du groupe des grands auteurs italiens. Mais je me permettrai de dire, Eraldo, que vous êtes avant tout un éducateur, un enseignant, une personne qui, dans le rapport éducatif, vit toute son existence, qui crée ce réseau d'écoles
répandu dans toute l'Italie et vous avez en particulier construit une école, la Pennywerton. Et j'aimerais beaucoup entendre comment vous décrivez vous-même ce nom de Pennywerton qui vient d'un personnage de roman, un personnage vraiment particulier et intéressant. Alors, Eraldo, je crois que votre contribution à ce stade est importante pour pouvoir nous plonger aussi dans l'éducation comme choix de vie et expérience du quotidien. Merci Monica, merci à tous. Effectivement, oui, en lisant le livre de Caron et en écoutant Monseigneur Zani, je voulais donner de visage, de nom à ces sujets, à ces réflexions que nous faisons ce soir et qui sont fondamentales et qui ont à voir avec notre époque. Et donc, je pensais au jeune Mohamed, je pensais à Lucinda, j'ai pensé à tous les jeunes qui, en ce moment, vivent une condition extrême, dramatique. Nous vivons une condition très difficile, non pas seulement en Italie. Nous savons que la pandémie a touché le monde entier. Tout ce discours que nous faisons ce soir sur le rôle central de la personne, sur la valeur de l'expérience et sur la qualité des relations humaines sont en quelque sorte bloqués, échoués à cause du fait que nous sommes obligés, comme ce soir, de nous retrouver dans une dimension digitale. Cette dimension digitale est un problème parce qu'elle nous donne des informations, mais elle ne nous donne pas la vraie connaissance des choses. Elle nous fait croire que nous pouvons comprendre les choses à travers les informations. Mais c'est une illusion. C'est pourquoi nous devons passer à l'action. Mais comment? Monica, tu as parlé de l'école Pennywerton. C'est une école d'italien pour les migrants, basée sur le bénévolat, sans financement, basée sur la relation 1 à 1, sans classe, sans notes, sans bureaucratie. Beaucoup d'associations en Italie se sont inspirées de notre style d'éducation. Le nom Pennywerton, effectivement, est tiré d'un roman de Silvio d'Arzo, Pennywerton et sa mère. Le protagoniste de ce roman est un jeune, un enfant qui n'a pas connu son père. Moi et ma femme, Anna Luce Lenzi, tous les deux passionnés par cet auteur et aussi enseignants, nous avons décidé d'attribuer ce nom à notre école parce qu'elle se base sur une relation personnelle, 1 à 1. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'arrivée du Covid? Bon, je voudrais vraiment partir d'ici. Actuellement, nous faisons cours à distance. Imaginez, à Milan, il y a 70 bénévoles, à Rome, on est une quarantaine, en Italie, une centaine au total. Ce sont de bénévoles, comme nous ce soir, par Zoom, par WhatsApp, se mettent en contact, appellent ces jeunes qui sont de mineurs non accompagnés, qui sont accueillis dans des centres de premier accueil, mais aussi des adultes dans le système de protection pour demandeurs d'asile et de réfugiés italiens, mais aussi des adultes qui vivent seuls, des femmes avec leurs enfants qui viennent d'Afrique, des pays slaves, de l'Afghanistan, du Bangladesh, des personnes qui se sont trouvées encore plus en difficulté que nous parce qu'elles n'avaient pas la possibilité d'aller à l'école, ni avant ni après la pandémie. Qu'est-ce que nous faisons donc? Nous mettons en relation ces migrants avec des jeunes Italiens. C'est très important. C'est-à-dire, nous avons introduit un système, nous formons des lycéens en tant qu'enseignants de leurs pères migrants. Donc, imaginez une relation à 3. D'un côté, il y a l'immigré qui a son smartphone et qui suit le cours à distance. De l'autre côté, il y a une bénévole, très souvent c'est une femme, et ensuite un lycéen ou une lycéenne qui supporte cette bénévole. Et donc, il y a une relation vraiment de nouvelle
nouvelle anthropologie. Je suis d'accord. C'est de cette manière que nous pouvons créer un homme nouveau, c'est-à-dire en le conduisant à une rencontre avec l'autre. Ce n'est jamais une rencontre facile, parce que je crois que le pape est très clair sur cela. La fraternité est un état à conquérir. Ce n'est pas facile d'y parvenir. La vraie fraternité peut être le fruit d'un choix et non pas juste le fruit du sort génétique. On peut choisir notre frère. Il faut le conquérir, un frère. Et cela implique un parcours humain qui ne peut pas être délégué à un précepte juridique. La règle juridique, le précepte juridique nous donne des règles, mais en tant qu'individu, en tant qu'éducateur, il faut incarner, et je n'utilise pas ce verbe de manière superficielle. Il faut incarner ces enseignements. Et cela nous renvoie à ce qu'on disait avant. Aujourd'hui, nous assistons à des adultes fragiles. Nous le savons. Dans la 3e partie du livre de Caron, on voit au moment où Caron ouvre le dialogue aussi aux adultes, nous comprenons que l'adulte aujourd'hui est fragile. Très souvent, quand nous appelons les parents de certains élèves difficiles à l'école, nous découvrons des situations épineuses, des problèmes qui nous expliquent le malaise, l'inquiétude et les difficultés des élèves. Mais nous ne savons plus comment intervenir parce que très souvent, les éducateurs sont seuls. Ils ne peuvent pas compter sur le support des agences éducatives qu'une fois le supporter. Donc, les éducateurs se trouvent à combler des vides. Tout d'abord, le vide de l'incapacité à choisir. Très souvent, les adultes repoussent les choix difficiles, les choix qui nous remettent en cause, parce que choisir signifie renoncer à quelque chose qu'on aurait pu faire pour faire autre chose qui devient donc une priorité. Donc, les adultes fragiles. Ensuite, la dimension digitale qui nous fait croire connaître quelque chose sans le mettre vraiment à l'épreuve. Et ensuite, une crise aussi des enseignants, des maîtres. Où sont les vrais maîtres qui peuvent être des points de repère? Je pense à beaucoup d'adolescents, d'élèves qui ne peuvent pas suivre les cours à distance parce qu'ils n'ont pas des maisons adaptées, ils n'ont pas des connexions stables et donc très souvent ils sont à la merci du vide, du néant. Parce qu'avec la fermeture des écoles, surtout dans le sud de l'Italie, il y a un vide dans le tissu social et ceux qui, une époque, étaient des présides éthiques sont maintenant abandonnés. Et c'est un aspect très important. La communauté, la société aujourd'hui doit se charger d'un problème qui n'est pas uniquement éducatif, mais qui est un problème anthropologique et humain. Il faut agir avec les personnes que nous avons en face de nous, non pas qui sait comment ou qui sait où, mais ici, maintenant, selon les nécessités que nous avons. Nous avons vraiment soif d'humanité. Nous sommes comme des éponges sèches. Je vois les élèves, je vois qu'ils ont une nécessité de relations réelles et non pas seulement virtuelles. En tant qu'éducateurs, aujourd'hui, nous devons assumer cette déchirure du tissu social. Et le discours sur l'éducation peut devenir donc l'avant-garde de toute relation humaine. L'éducateur, aujourd'hui, est une figure qui n'est plus un spécialiste. Cela ne devrait pas arriver, mais surtout aujourd'hui, tous sont appelés à participer au processus éducatif, les familles, les enseignants, les éducateurs. Il s'agit donc d'une responsabilité sociale. Et non pas une responsabilité en termes de préceptes à respecter, mais une responsabilité du regard de l'autre. Je prends soin
du regard de l'autre, de quelque chose qui vient avant la loi, qui vient avant le coutume social et qui précède les valeurs éthiques. C'est quelque chose qui fait la différence entre un homme et un animal. J'ai étudié beaucoup la Shoah et ce qui manquait à cette époque était cette relation 1-1 où l'homme avait une dimension vraiment humaine et qui le faisait sortir d'une dimension animale. Je voulais aussi mentionner le sujet du courage qu'on a évoqué avant. Le pape, dans un discours qu'il a fait il y a beaucoup de temps à des jésuites albaniens, disait que le parcours éducatif doit avoir deux moments. Tout d'abord, l'éducateur doit rester dans le contexte de l'institution pour être crédible et pour avoir visibilité vers l'extérieur. On ne peut pas rester seul en tant qu'éducateur. Mais ensuite, il faut aussi passer à la zone de risque, faire un pas en avant et donc agir en tant que personne. Sans ces deux aspects, on risque d'être imparfait en tant qu'éducateur. Et c'est très beau parce que si on reste juste dans la zone de risque, on peut être égaré parce que on a beau être charismatique, mais sans l'appui, sans le soutien de la société, on risque la défaite. Mais si on ne reste que dans le contexte institutionnel, les jeunes, l'élève nous échappent. Et c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Avec notre école, avec l'école Pennywirt, nous essayons de faire cela en restant dans le système scolaire italien, mais aussi on rencontre les migrants dans les rues pour pouvoir ensuite les impliquer. Et cela nous change en tant que personne. Merci Araldo pour cette perspective qui me semble extrêmement importante. Et pour ajouter quelque chose à ce que tu disais il y a quelques instants, quand tu disais que l'éducateur est un peu en quelque sorte à l'avant-garde de toute relation humaine. J'y pensais en t'entendant le dire et je me disais, il est même à l'avant-garde de toute construction humaine. Parce que si dans la relation, nous ajoutons l'élément de la construction, alors la construction est en lien avec le moment éducatif et la possibilité qu'apporte le moment éducatif. Mais ce discours de la possibilité, nous allons peut-être le garder pour le prochain tour et le prochain échange. Parce que je voudrais tout à fait passer à Monseigneur Caron, au Père Caron. Parce qu'il me semble que nous avons maintenant tous les éléments et l'aspect éducatif, le thème éducatif qui est tout à fait inhérent à la nature même de Ciel. Pensons combien Don Giussani est avant tout un éducateur. Alors en lisant ton livre, qui d'ailleurs se fonde sur l'expérience de la Cometa, une maison d'accueil, et qui est en lien avec ce que nous racontait maintenant Eraldo, il y a un passage où tu dis « Éduquer, c'est donner le sens de la vie, pas un mot, mais une expérience. » Et puis tu cites les exemples de jeunes qui, au contact de l'éducateur, découvrent une possibilité pour eux-mêmes. Et voilà, je crois que, encore une fois, la clé de lecture se trouve là, dans ce moment où l'éducateur parvient à susciter quelque chose chez l'autre. Merci et bonsoir à tous. Oui, il me semble que c'est vraiment le point essentiel parce que le pape nous a mis sous les yeux le but, le défi qui nous attend. En décrivant le besoin qu'il y a, dès que nous commençons à mettre les mains dans le cambouis, comme le disait Eraldo, nous nous trouvons face à l'ensemble des défis qui nous attendent. Et pour faire le lien entre ce que nous venons de dire, pour pouvoir répondre au désir du pape de mettre la personne au centre, qui est le but de toute forme d'éducation. En même temps, il nous a dit que nous vivons un changement d'époque, c'est-à-dire d'incertitude. Et aujourd'hui,
Cela est rendu encore plus évident. Cela rend encore plus évidente la fragilité à cause de la pandémie. Donc, si nous unissons cela, les données des 2 millions de NEET, ces jeunes découragés, nous avons face à nous un panorama qui est un vrai défi pour tous, ceux qui entrent en relation avec les jeunes. Et donc, le véritable défi, c'est de savoir comment nous pouvons apporter une contribution en tant qu'adultes, qui sommes en même temps nous-mêmes avec beaucoup de problèmes, pour pouvoir apporter une contribution à tant de découragement, tant d'incertitudes, tant de confusion, où ce moment de changement d'époque que nous traversons, comme le disait Monseigneur Zani, ce moment a fait sauter tous les points de repère. Et donc, nous ressentons très fortement ce besoin. Soit il y a des personnes qui, quelle que soit la situation dans laquelle les jeunes se trouvent, peuvent interagir avec eux en plaçant sous leurs yeux un type d'humanité qui, dans sa manière d'entrer en relation avec les jeunes, dans la passion avec laquelle ils entrent avec eux, l'intérêt pour leur personne, à travers tout cela, s'ils arrivent à susciter le désir des découragés, des passifs, des apathiques, ou ceux qui baignent dans la torpeur générale, s'il n'y a pas cela, il n'y a pas de possibilité de toucher ce qui est le centre de la personne, ce que Pavese appelait le point enflammé du moi, sans lequel il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas le commencement d'un parcours éducatif qui puisse réellement reconstruire, faire repartir, pour utiliser le mot du départ, le processus éducatif. Parce que ce n'est que si cela se produit comme expérience que l'on pourra véritablement atteindre ce que disait Monseigneur Zani, c'est-à-dire une anthropologie différente, une conception de l'homme et de la vie différente, parce que les jeunes en font l'expérience. C'est pourquoi il me semble que le véritable défi est de trouver, de détecter ces présences. Je suis toujours surpris et touché par la phrase de Pasolini qui dit « Si quelqu'un t'a éduqué, il ne peut l'avoir fait que par son être, et pas par ses paroles uniquement, par son instruction, par son être, parce que c'est l'être de la personne qui peut véritablement susciter tout le désir de plénitude qu'a la personne. Et je me rends compte, plus j'entre en relation avec les jeunes, ou plus je vois mes amis qui sont impliqués dans cela, qu'il suffit la moindre situation. Une professeure de Rome me racontait par rapport à un jeune Rome que dans une situation désastreuse dans laquelle il vivait, il avait suffi qu'elle s'intéresse à sa personne pour le faire repartir. Et elle m'écrivait aujourd'hui encore que même le confinement n'avait pas réussi à le détacher d'elle. Je cite cet exemple parce qu'il y a des exemples qui nous disent qu'il y a de l'espoir s'il trouve quelqu'un qui parvient à toucher ce point enflammé de la personne. Parce qu'autrement, il y a de quoi se décourager devant ce panorama. Mais lorsque le professeur, l'adulte, le père de famille, la mère, le prêtre, quiconque éduque, lorsqu'il touche ce point enflammé, toute la capacité de l'homme de repartir et relancer. Alors, ces jours-ci, je pensais toujours à l'expression de Giussani qui disait « Je n'arrive pas à trouver d'autres signes d'espoir que la multiplication de ces personnes qui sont des présences et qui parviennent à toucher ce point enflammé pour faire repartir la personne. » Et cela, c'est bien souvent ce que l'on donne pour acquis.
alors que c'est ce dont on a le plus besoin, qu'il y ait des personnes qui créent des lieux où les jeunes puissent sentir toute leur humanité embrassée, toute leur fragilité, leurs peurs, leurs incertitudes, et qu'ils puissent sentir que leur personne est accompagnée pour les conduire là où ils ne pourraient pas arriver seuls. Il n'y a pas de situation, aussi dramatique soit-elle, où cela ne peut pas se produire. Je suis frappé par une phrase que j'ai lue il y a des années chez un auteur argentin, Ernesto Sabato. L'être humain sait faire des obstacles de nouvelles voies vers la vie. Il lui suffit d'une brèche pour renaître. Cette brèche, c'est celle que nous sommes appelés à susciter pour pouvoir faire repartir l'éducation. Merci. C'est exactement cela, et c'est donc quelque chose qui se joue à l'intérieur d'une relation directe, d'une relation entre des personnes, et c'est quelque chose qui se joue aussi à l'intérieur de toute une dynamique sociale. Et c'est pour cela que j'aimerais revenir quelques instants vers Monseigneur Zani, parce qu'il nous a rappelé comment dans cette époque de pandémie, tout est encore plus mis en discussion. Je pense aux jeunes d'Heraldo qui ont comme seule forme de contact un smartphone aussi petit que cela, parce qu'un élément dont on parle peu et qui pourtant est très important, c'est cette attitude qui veut que ce numérique, ce n'est absolument pas vrai qu'il unit tout le monde. Il divise encore plus ceux qui sont déjà divisés et il laisse encore plus en arrière ceux qui sont déjà en arrière. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais j'aimerais revenir vers vous, Monseigneur Zani, parce que je suis fascinée à la pensée que dans le choix du pape François de parler d'éducation, on utilise le terme de pacte sur lequel vous êtes beaucoup revenus. Et le pacte, c'est un terme important aussi dans notre tradition, la tradition catholique et la tradition hébraïque. Dans le pacte, il y a tout. Et donc lier le mot pacte au mot éducation, cela me semble essentiel. Et en plus, il parle de processus, un autre mot auquel il est très attaché, pour dire que la réalité se construit à travers un effort, un processus, une capacité à mettre en relation des personnes, des idées, des volontés, des âmes. Monseigneur, quel type de réponse rencontre votre travail? Parce que de mon point de vue, c'est extrêmement intéressant de comprendre si les personnes à l'extérieur sont disposées à se mettre en jeu pour la construction de ce nouveau pacte. Merci beaucoup pour cette question. Et pour moi, il est étonnant de voir, depuis que je travaille dans ce secteur, de voir la réponse, les propositions de disponibilité, de collaborer de la part de nombreuses personnes. Et je voudrais aussi ajouter un détail. Très souvent, les personnes qui se trouvent lointaines de la vision chrétienne sont encore plus disponibles à collaborer. Et ça me frappe énormément. Vous voyez, comme ces personnes, par exemple, qui la première fois sont venues chez le pape en lui demandant de collaborer, elles n'étaient pas chrétiennes. Donc, nous avons dans le monde 220 000 églises catholiques, 70 millions d'étudiants et 40% d'entre eux ne sont pas chrétiens catholiques, mais ils vont dans ces institutions parce qu'ils y trouvent quelque chose. Et bon, cela crée bien sûr beaucoup de problèmes, parce que c'est difficile parfois de travailler avec ces personnes. Mais on y trouve ce type d'éducation dont on vient de parler auparavant,
qui fait naître cette flamme est de là partout. Cette étincelle est de là partout. Donc nous voyons cette déclaration de disponibilité de la part de personnes du monde du sport, de l'art, de la musique. Tout le monde s'est senti interpellé par cet appel à remettre au centre la personne pour l'aider dans le processus de maturité. Alors, je n'ai pas les données ici avec moi, mais c'est vraiment impressionnant. Lorsque le 14 mai dernier, nous devions créer ce grand événement, nous voulions créer un village de l'éducation dans la rue de la Conciliation pour montrer les expériences qui existent. Et donc, il faut avoir le courage non seulement de souligner la crise dans tous ses aspects. On en parlait avant du professeur Raffinati et le pape dans son message aussi, il dit que nous sommes à 250 millions d'enfants dans le monde qui n'ont pas accès à l'éducation. Bien sûr, avant aussi, il y avait un certain nombre de personnes, mais aujourd'hui, le problème s'est multiplié. Donc, dans ce que disait auparavant le père Roulian et que j'ai lu dans son volume, dans son livre, j'ai trouvé des mots-clés qui répondent non seulement à l'éducateur qui se trouve dans l'école, mais aussi au père de famille, à la maman, à tous ceux qui sont impliqués dans le thème de l'éducation, qui est une question beaucoup plus large que seulement l'école. Le pape parle de l'éducation formelle et informelle, qui passe à travers des parcours et des expériences différentes. Donc, j'ai trouvé dans le livre du Père Roulian des mots importants. Avant tout, l'éducation n'est pas la communication de quelque chose d'abstrait. Je pense que c'est ce que donc, le Père Roulian voulait dire. Mais la communication est l'offrande et communiquer une expérience, c'est se communiquer soi-même, pas le négatif de soi, le positif de soi. Il faut faire sortir ce que tu as conquis, ce qui est vivant en toi, ce qui est vrai. Et ça suscite, cela réchauffe le cœur de l'autre. Et la rencontre, j'aimais beaucoup ce qu'a dit le professeur Raffinati, la rencontre pour qu'il y ait cette étincelle qui fait naître quelque chose de nouveau, ne doit pas être seulement une rencontre entre deux personnes, mais elle doit être une rencontre entre trois personnes où tu te vides toi-même, tu t'ouvres, tu vas jusqu'au fond de ton identité et tu cherches de rencontrer l'identité de l'autre. Alors, cette rencontre va naître quelque chose de nouveau. Un troisième élément qui, pour nous chrétiens, s'inspire de la vision trinitaire. Il y a le Père, le Fils et l'Esprit. Le Fils naît de ce rapport entre le Père et l'Esprit. Donc, de la même manière, il y a une expérience de génération dans l'éducation lorsqu'il y a cet effort de rencontrer l'autre et de donner la vie avec tous les sacrifices qui sont demandés aux familles, à la maman. Et puis, la réalité, je termine avec ça, c'est très beau le thème, très important, le thème de la réalité. Éduquer signifie prendre par la main l'enfant, le jeune, et l'introduire dans la réalité totale, en ne lui cachant rien de la réalité. L'éducation est faire entrer et n'oublier aucune dimension de la réalité. Et parmi ces dimensions, il y a aussi la dimension transcendantale qui fait penser à Dieu, religio, la religion, ce qui relie. Voilà, c'est certains éléments qui, lorsqu'ils sont discutés, nous comprenons pourquoi des fondations, des personnes proches ou lointaines, sentent dans ce chaos dans lequel nous vivons, ils entendent un appel. Et donc, il y a vraiment beaucoup de disponibilité pour travailler ensemble. C'est un réconfort et cela nous donne de l'espoir, à la fois dans la société dans laquelle nous vivons
Mais je voudrais revenir un instant à Julian, parce qu'il y a un passage par rapport à l'urgence du moment que nous vivons, à l'urgence du moment que nous traversons, parce que, au-delà d'enlever aux jeunes dans cette phase la possibilité de l'instruction comprise comme l'acquisition d'informations et de notions, c'est une phase où l'on met beaucoup en discussion aussi la relation et l'espoir par rapport au fait que tout cela puisse être transitoire. Je lis parce que je sais que vous avez eu une conversation récemment avec Massimo Recalcati sur la question de l'éducation. Et Massimo Recalcati dit: la deuxième vague n'est pas au passé, mais au futur. La panique de cette deuxième vague apporte le sentiment de ne plus pouvoir revenir en arrière. Et beaucoup tombent en dépression. C'est la condition dans laquelle se trouvent les sujets les plus fragiles. Alors je pense, parce que c'est une expérience que beaucoup d'entre nous font, que par exemple, expliquer à des préadolescents, à des jeunes encore petits, la portée de ce que nous traversons exige un gros effort, une grande remise en question de l'éducateur. Alors, dans quelle mesure éduquer devient-il aussi un défi vis-à-vis de soi-même, une mise en jeu personnelle? Monseigneur Zani disait tout à l'heure que le pape parle aussi du courage, le courage comme la possibilité de sortir de sa propre zone de confort et de se jouer dans la rencontre avec l'autre. Plus que d'un effort, je dirais que ce dont ont besoin les jeunes, c'est de vie, d'une vie vécue sous leurs yeux. Parce que justement dans cette situation que tu décris, en citant Recalcati, que le point où nous nous trouvons actuellement, que la deuxième vague a fait émerger encore plus la fragilité qui existe ou la dépression parce qu'on n'a pas d'avenir, toute une série d'aspects qui ne font que rendre encore plus évidente la profondeur de l'urgence. Face à cela, nous ne pouvons pas nous en sortir uniquement par des modes d'emploi. Nous ne pouvons pas réveiller l'espoir chez le jeune en nous contentant de lui donner quelques indications pour rentrer chez lui ou pour vivre. Il faut qu'il voit imprimer chez l'adulte l'espérance que portent ces adultes pour ces jeunes. Chacun d'entre nous, autrement, nous n'aurons jamais d'autorité suffisante pour pouvoir leur offrir une hypothèse de sens face à cette situation. Pourquoi? Parce que bien souvent, elle est contredite par la peur qu'ils lisent chez les jeunes, chez les adultes, pardon, ou la défaite, ou que leur injectent les professeurs ou les parents face à cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Si nous, les premiers, nous ne vivons pas une espérance fiable pour eux, nous aurons du mal à entraîner les jeunes avec quelque chose qui ne soit pas, qui ne touche au fond que la surface, mais qui ne les prenne pas dans le point enflammé dont je parlais tout à l'heure, qui ne prennent pas l'homme dans son intimité, comme disait saint Augustin. Alors je pense que c'est là le grand défi. Donc je ne peux pas imaginer que nous ne puissions pas offrir cela si nous n'avons pas dans notre expérience, lorsque nous sommes à l'école ou lorsque nous sommes avec des jeunes, ou quand nous interagissons avec eux, si nous ne portons pas en nous l'expérience d'une victoire dans cette situation, parce qu'on n'est pas déterminé par l'ensemble des circonstances, mais par quelque chose que l'on a trouvé, qui pour nous n'est autre que la foi en Jésus-Christ, qui suscite l'espoir, l'espérance dans la vie. Alors on peut la communiquer. Ensuite, ils pourront accepter ou ne pas accepter d'arriver jusque-là. Mais nous ne pouvons pas ne pas la témoigner en vivant, avec une certitude
en vivant la vie d'une manière qui défie leur scepticisme, leur peur, leur passivité. Et cela ne peut être qu'incarné. Ils ne peuvent que le toucher. Ils ne peuvent pas ne pas trouver, une fois après l'autre, en nous voyant, une provocation qui les touche dans leur centre le plus profond. Donc aujourd'hui, il est impossible d'éduquer dans une situation comme celle que nous connaissons, où les symptômes ne sont que les symptômes d'une peur plus profonde, d'un besoin encore plus enraciné, qui puisse vraiment toucher le centre, le cœur du problème. Ce n'est pas une stratégie, c'est uniquement la possibilité de communiquer une plénitude de vie possible dans toute situation. Tout à fait. Eraldo Affinati, je pensais quelque chose, je repensais à ton livre « L'homme du futur ». L'homme de l'avenir, vous le savez, c'est un magnifique livre écrit par Eraldo, dans lequel il parle du prêtre Don Milani, mais en réalité, il parle de lui-même. C'est un croisement de perspectives, de chemins entre ceux qui ont beaucoup travaillé sur l'éducation. Et cela germe ailleurs, parfois dans les endroits les plus éloignés, de façon tout à fait inconsciente. Alors, en pensant à l'expérience de Don Milani, je pense toujours qu'une société qui ne parvient pas à mettre au centre ce type de discours est une société qui ne peut pas progresser. Tout d'abord, parce que le discours sur l'égalité, par exemple, comment peut-on le tenir si on ne raisonne pas? Je suis la fille d'un ouvrier qui lisait la nuit des livres nés de l'expérience de Don Milani, et je ne peux pas ne pas penser qu'une société devient plus juste et plus riche de perspectives, de sens de l'avenir, que si elle est ancrée dans son discours sur l'éducation. C'est ce qui aide à se rêver soi-même, l'éducation, d'aller au-delà de ce qui t'est remis entre les mains par ta place dans la société. Alors, ce rêve des jeunes est remis en question par la pandémie, mais pas seulement par la pandémie, qui ne fait que souligner au feutre rouge ce qui est déjà dans la société. Je ne savais pas que ton père lisait les livres de Don Milani. Je pense que c'est très beau, c'est un peu ces flammes qui restent allumées dans notre âme tout au long de notre vie. Je veux reprendre l'image de Pavese qui a été évoquée par le père Caron. C'est vrai, Don Milani avait vraiment touché ce point inflammé dans les jeunes. Pour toucher ce point inflammé, on se brûle, on se fait mal. Et je le dis toujours, il faut l'avouer, éduquer signifie souffrir aussi. Tous les parents le savent. Il signifie de rentrer dans le tumulte, dans le bouleversement de l'adolescence, dans le bouleversement d'un adolescent et le faire sien, et non pas rester à l'extérieur. Toucher le point inflammé signifie être impliqué en tant que personne et faire face à ce que nous sommes. Pourquoi je suis éducateur? Quel nœud je veux dénouer? Il faut donc regarder nos fantômes intérieurs. Et beaucoup d'entre nous refusent de faire cela. Et les familles refusent de faire cela. Et si les parents ne le font pas, l'éducateur doit faire ce travail à leur place. Donc, voilà que le sujet des adultes fragiles revient. C'est pour cette raison que le pape dit qu'il faut parler d'un village éducatif, parce que les enfants n'appartiennent pas seulement aux parents, ils ne devraient pas appartenir seulement aux parents, mais nous tous, nous devons nous charger, nous occuper des enfants. Les enfants sont la plante de l'humanité. Si nous n'arrosons pas la plante de l'humanité, nous finissons par avoir un futur aride. Tous ces
ces sujets que nous évoquons ce soir, Domilani les avait déjà compris à l'époque. Le thème de l'égalité, le sujet de l'égalité est emblématique. L'égalité des points de départ. Attention, parce qu'il ne s'agit pas d'une égalité abstraite. Il signifie une égalité des points de départ. Encore aujourd'hui, Pierino et Gianni, les deux personnages qui sont les symboles du livre Lettre à un professeur sur l'expérience de Domilani, ces deux personnages ne se parlent pas encore aujourd'hui. Pierino, l'enfant favorisé, est encore toujours beaucoup plus favorisé par rapport à Gianni, l'enfant défavorisé. Avant, on a parlé de l'enseignement à distance. C'est évident l'inégalité digitale actuelle. Il ne suffit pas de donner une tablette à une famille qui en est dépourvue. Il faut mettre en place des processus. Ce discours de l'égalité va au-delà de la justice sociale. Domilani faisait écho à l'évangile et donc proposait un discours beaucoup plus radical. Il parlait d'une justice vraiment humaine, absolue, et donc de fraternité. Je crois que l'école doit être l'endroit d'une vie intense. Donc, l'école ne doit pas être un espace, un endroit séparé de la réalité. C'est très important. Domilani ne voulait pas faire la récréation, la pause. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas faire de pause, mais c'est parce qu'il ne voulait pas créer un espace spécifique lié à cette pause. Dans l'école de la vie intense, nous n'avons pas besoin de faire une récréation parce qu'il y a le moment d'un intérêt authentique qui est déclenché. Donc, voilà que tous les sujets se chevauchent. D'un côté, la vie consciente, c'est-à-dire pas une vie randomique, mais une vie qui se base sur un projet dont on a parlé avant. Un projet qui doit avoir un horizon, c'est-à-dire qu'il faut que ce projet soit dans un contexte culturel. Si on travaille seul, ce projet devient aride. Si à côté nous sommes entourés d'un monde qui nous reconforte, tout change. C'est très beau d'entendre Caron citer des écrivains. Il a cité Pasolini, Pavese et Ernesto Sabato. Et en tant qu'homme de lettres, j'aime cette vision ouverte et c'est vraiment ce dont on aurait besoin aujourd'hui. Il faut sortir des spécialisations. C'est aussi un problème de langage. Le pape s'est exprimé de manière forte. Le langage, même le langage de l'Église doit être renouvelé. Et comment fait-on? Il ne faut pas se limiter à reproposer ce que les théologiens ont défini la théologie de l'archan du mystère. Mais il faut que chaque mot corresponde à une expérience. Si nos mots reflètent l'expérience, les jeunes vont nous suivre. Si les mots ne sont que le fruit de notre intelligence, les mots risquent d'être stériles et de ne pas comprendre, saisir les sensations des jeunes, des adolescents. Et cela nous manque aujourd'hui. Cela était vrai avant la pandémie, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui parce que nous vivons dans une situation qui ne remplace que la situation puissante d'une relation humaine directe. Mais je vais vous dire que cette sensation de fragilité, de vulnérabilité que nous éprouvons maintenant, cette sensation aussi de souffrance, nous ne devrons pas oublier ces sensations quand tout cela sera terminé. Nous, les éducateurs, à la fin, nous devrons repartir de cette sensation de fraternité qui naît d'en bas. Il faudra l'identifier dans les jeunes, dans les élèves. Il faudra leur dire, les jeunes, n'oubliez pas cette sensation
de manque que vous ressentez aujourd'hui. Donc voilà le travail à faire sur le long terme. Merci vraiment, Eraldo, de nous avoir aussi rappelé qu'il faudra arriver à extraire quelque chose de cette expérience. Et je dois dire que si ce que nous avons vécu dans la première vague a servi à quelque chose, on ne l'a pas beaucoup vu. C'est peut-être un regard négatif de ma part, et dans ce cas, je m'en excuse, mais j'ai eu la sensation qu'il y a eu la volonté d'effacer rapidement la parenthèse sans sauver ce que cette période nous avait dit. Alors, comme on a une deuxième occasion de raisonner là-dessus, et je le dis avec une ironie amère, voyons si cette deuxième occasion, nous arriverons à l'exploiter. Comme nous arrivons à la fin de ce parcours, je me permets d'utiliser ce terme avec vous, je voudrais redonner la parole au Père Julián Carone et à Monseigneur Zani en vous demandant de suivre le regard d'Eraldo Affinati qui a détourné la caméra et qui est passé de l'éduquer à regarder l'éducateur, celui qui, s'il ne se met pas en jeu, s'il n'entre pas pleinement dans la dynamique, s'il ne sort pas de sa zone de confort, ne parvient pas à construire la dynamique d'éducation. Julián Carone. Les paroles d'Eraldo résonnent fortement en moi. Parce que je comprends ce qu'il dit de la blessure. Je ne serais pas capable d'aller face aux jeunes. J'ai dit souvent à mes amis que j'aurais payé bien souvent pour ne pas être obligé d'aller faire cours. Parce qu'on comprend bien qu'on ne peut pas jouer. Parce qu'on met sa vie face à des personnes qui attendent quelque chose de nous pour lequel on se sent totalement disproportionné. Et c'est pour cela que je suis très touchée quand je vois comment vous, les auteurs, vous relevez les expériences les plus humaines. Non pas tant pour apporter une décoration au discours, mais je ne trouve pas d'autres expressions plus adaptées de l'expression humaine que ce que je trouve en vous, vous dont le métier est d'écrire. Et donc, je les garde en moi parce qu'elles aident à dire de façon synthétique ce qui résonne en moi quand j'entends ces phrases. Donc, nous ne pouvons faire résonner cela chez les autres que si c'est une expérience pour nous. Je me rappelle une phrase de Don Giussani qui dit quelque chose de proche de ce que tu disais, c'est-à-dire que les paroles sont des sons pour ceux qui ne s'impliquent pas. Et elles sont le nom d'une expérience pour ceux qui les vivent. La question, c'est donc de savoir si nous communiquons des sons ou si nous communiquons des expériences. Parce que les jeunes ont un flair pour distinguer vraiment la différence. On ne peut pas les traiter comme si c'était des enfants, comme s'ils n'arrivaient pas à comprendre. On ne peut pas les tromper. Ils savent très bien percevoir parce qu'ils ont ce qu'Ernesto Sabato, encore une fois, appelait la nostalgie d'absolu, qui les lance à entrer en relation, à se confronter à tout. Les jeunes ont un détecteur pour relever, repérer ceux qui apportent une expérience de vie, parce que c'est la seule chose qui les intéresse. Ils en ont assez des paroles vides. Mais ce qui peut vraiment libérer en eux cette nostalgie d'absolu dont parle Ernesto Sabato, qui est comme le fond invisible, inconnaissable,
mais avec lequel nous confrontons toute la vie. Cela, les jeunes, ils l'ont en eux. Et donc, nous ne pouvons pas faire semblant avec eux. C'est pour cela que je me dis à moi-même que l'éducation, c'est vraiment la communication de soi. Je ne trouve pas d'expression de Giussani plus pertinente. Une communication de soi, pas parce que on met son nombril au centre, qu'on regarde son nombril, mais une manière d'être dans la réalité, d'entrer en relation avec la réalité qui peut offrir une intuition, une suggestion pour savoir comment se tenir face à certains défis, comme quelqu'un qui a fait un parcours dans la vie. Et si les jeunes ne trouvent pas des personnes qui, ayant fait ce parcours, peuvent, face à la pandémie, face au manque de travail, face à un défi affectif, face à une difficulté d'une circonstance, quelqu'un qui ait quelque chose à offrir dans leur manière de vivre, si ce n'est pas le cas, nous perdons l'occasion de leur offrir une suggestion. Ensuite, eux, avec leur liberté, ils pourront l'accepter ou pas. Il faut risquer sur leur liberté. Mais nous ne pouvons leur offrir quelque chose que si nous avons vraiment une expérience à communiquer. Le sens de l'être maître. Merci, Roliane, Caron. Monseigneur Zani. Je n'ai rien d'autre à dire qu'un grand merci pour toutes ces choses que j'ai entendues ce soir. Beaucoup d'expériences qui me sont venues en tête. Alors, avant tout, je suis vraiment désolé de ne pas me retrouver dans les écoles avec les enfants et au contraire, je suis au milieu de la bureaucratie. Ça, c'est pour moi une grande douleur. Parce que cela me rappelle les quelques années d'enseignement que j'ai pu avoir, où j'ai vraiment, vous voyez que il faut se déshabiller pour rentrer en rapport avec les enfants. Ou sinon, on n'est pas crédible. C'est ce que Eraldo disait auparavant, et donc Roliane, et je le partage tout à fait. Je me rappelle l'expérience dans un lycée où j'enseignais, où je voyais une classe très turbulente. Je n'arrivais pas à maintenir l'ordre et à un moment donné, je leur ai dit « Ok, alors on va faire une rencontre et je vous donne la possibilité de dire ce que vous voulez. » Et la personne qui était l'enfant qui était le plus désespéré a raconté les choses les plus fortes, les plus profondes, les plus dramatiques que lui-même vivait. Et de là est né un rapport qui continue encore aujourd'hui. Et il est devenu le leader de la classe. Parce qu'il a eu la possibilité de comprendre qu'il pouvait dire qui il était. Bien sûr, après, le rapport personnel est né. Si cela n'arrive pas, il n'y a rien qui naît. Et en ce qui concerne ce que le Père Roliane et ce que vous soulignez maintenant, cette grande capacité qu'ont les poètes, les écrivains de des choses synthétiques et profondes qui frappent le cœur. Je me suis souvenu d'un des discours du Saint-Père, voilà quelques mois, donc dans un discours sur le pacte éducatif. Et un discours, il a fait aux économistes, aux sociologues, il a parlé du pacte pour l'éducation, et à la fin, il a dit, aujourd'hui, nous avons besoin de poètes. Et nous tous, nous sommes demandés, mais comment ça se fait? Oui, parce que le poète est celui qui peut te dire en un mot ce qui va te frapper, et qui va te faire comprendre la réalité, il va te faire voir la vérité, il te fait entrer un rayon de lumière, il fait renaître. Et à ce propos, dans le contexte de la pandémie dans lequel nous nous trouvons, le pape dit que ce qui est en crise est notre façon de comprendre la réalité et d'avoir des rapports entre nous. Nous avons donc besoin de poètes, d'éducateurs vrais, parce que nous aussi, nous disons qu'aujourd'hui, le point fondamental est celui de former les formateurs, de les accompagner, de les éduquer à grandir, car on ne peut pas être de simples répétiteurs. Nous devons être des générateurs, nous devons générer. Et dans la pandémie, dans cette vulnérabilité dans laquelle
nous vivons, je pense que ce vulnus dans lequel nous nous trouvons, nous devons y entrer avec ce sens de la limite des choses, qui n'est pas la fin, mais qui est le seuil. Et c'est là que l'on amène l'espérance. L'éducateur doit amener ce mot qui t'ouvre à un ciel nouveau. Voilà la responsabilité de l'éducateur. Merci vraiment, merci Monseigneur Zani. Et comme toutes les leçons qui se respectent, nous terminons avec les devoirs. Les devoirs, c'est de lire le livre de Julián Caron, Éducation, communication de soi, de lire toute la bibliographie d'Eraldo Affinati, parce qu'il est extraordinaire, et de suivre Monseigneur Zani dans son processus pour la construction du pacte éducatif global. Je vous remercie beaucoup. C'était un privilège de pouvoir converser avec vous. Je ne sais pas qui doit conclure. C'est moi qui conclue en disant bonsoir à tous, bonne soirée. Bonsoir à tous et merci vraiment de nous avoir suivis. Au revoir.